De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Lucien Pambou, Nadia Lamarque-Billy, et puis également parmi nous notre invitée Victorine Fandy. Je rappelle que vous êtes gestionnaire sinistre et que vous êtes également béninoise. Tout de suite, notre dossier du jour. L'Organisation des Nations Unies exige que chaque assemblée parlementaire soit composée d'au moins 30% de femmes sur le continent. Certains pays remplissent cette exigence et la dépassent, comme le Rwanda, mais d'autres en sont encore loin, comme le Burkina Faso. Chaque jour, les femmes d'Afrique se battent pour plus de présence au sein des hémicycles, comme vous le montre ce reportage de notre correspondant au Sénégal, Djibril Fofana. Ces images sont devenues courantes dans les parlements africains. Naguère sous-représentées, les femmes sont aujourd'hui de plus en plus présentes dans les hémicycles. Et en la matière, le continent fait figure de référence mondiale. Le Rwanda est le seul pays au monde où l'Assemblée nationale est majoritairement féminine, avec 51 femmes sur les 80 sièges de députés. Au Sénégal, à la faveur de l'entrée en vigueur de la loi sur la parité intégrale, la législature actuelle a vu le pourcentage de femmes passer de 22 à 43,3%. Un peu partout sur le continent, d'importants progrès ont été réalisés dans la participation politique des femmes. Cependant, la majorité des pays africains reste encore en deçà du taux de 30% fixé par les Nations Unies. Comment exercent-elles au quotidien leur activité de député? Quelles contraintes rencontrent-elles dans l'exercice de leur mandat? Rencontre avec ces femmes parlementaires qui transforment progressivement le paysage politique. On l'appelle la Lionne du Fouta. Député et avocat de profession, à l'Assemblée nationale sénégalaise comme au barreau, Maître Aïssata Tall Sall fait figure de ténor. Ses interventions au sein de l'hémicycle sont attendues et parfois même redoutées. Je suis avocat de profession, donc maître, comme on dit, dans l'art de la parole. La parole, elle n'est jamais vaine. La parole doit d'abord véhiculer une idée. Et pour le député que je suis, comme pour l'avocat que je suis, emporter une conviction. On ne peut pas emporter une conviction sans convaincre. Et pour convaincre, il faut aller chercher dans le tréfonds de son interlocuteur pour faire partager son idée. Donc il ne s'agit pas seulement de venir à l'Assemblée, de demander la parole et de parler. Il faut préparer techniquement, connaître le sujet, comme je dis, mesurer le sens et la portée de la proposition ou du projet qui nous est soumis. L'Assemblée nationale du Sénégal compte aujourd'hui 65 femmes sur un total de 150. Une percée des femmes, résultat de l'entrée en vigueur de la loi sur la parité absolue à toutes les fonctions électives, adoptée en mai 2010. Aïda Mbodj, députée à l'Assemblée nationale pour le compte du PDS, le Parti démocratique sénégalais, était la ministre de la Femme au moment de l'adoption de cette loi historique. Personne ne peut remettre en cause cette loi, parce que nous qui étions les maîtres d'œuvre, nous qui devions rendre opérationnelle cette volonté politique du président de la République, nous avons subi toutes sortes de frustrations parce que nous avons fait le terrain politique. C'est pourquoi on a mis en place un système de boucliers. Parmi ces boucliers, l'intégration de la loi dans le code électoral, qui voudrait qu'aucune liste ne serait recevable sans avoir observé la parité intégrale. Si le combat pour la parité politique est en passe d'être gagné au Sénégal, on en est encore loin au Burkina Faso. Benjamin Douamba a intégré le Parlement burkinabé à la faveur de la dernière législature pour le compte du CDP, le parti au pouvoir. Pour elle, c'est d'abord aux femmes de se battre sur le terrain politique. C'est vrai que 24 sur 127, on n'a pas atteint le quorum de 30%, alors que nous savons pour que les choses changent dans un groupe, dans une société, il faut au moins les 30%. Mais nous ne sommes pas loin des 30%. Et je me dis que si aujourd'hui nous avons pu avoir 24 femmes, le combat ne fait que se poursuivre et je pense que ça va changer. Mais sachons que les choses ne se donnent pas. Benjamin n'est pas plus que les autres femmes du Burkina Faso, mais aujourd'hui, je suis là et demain, d'autres femmes viendront également pour continuer le combat. Se battre, s'engager, militer, tel est aussi le credo de Maître Aïssata Tall Sall. Piqué très tôt par le virus de la politique, son activisme lui a permis de se faire une place dans un milieu alors dominé par les hommes. Après avoir exercé les fonctions de ministre de la République, de porte-parole du Parti socialiste, aujourd'hui de député et maire de la ville de Podor, sa vie active se conjugue avec militantisme et engagement politique.
Moi, j'avais pensé dans ma vie être avocat et n'être qu'avocat. Malheureusement, j'étais rattrapée par la politique. Et une fois dedans, j'ai compris que on ne peut pas servir son pays au niveau où on pense pouvoir bien le servir sans avoir cet engagement politique. Et pour moi, c'est venu comme une révélation que j'ai subie. Et c'est là où j'ai compris que l'engagement citoyen est nécessaire, il est fondamental, mais l'engagement politique va au-delà de l'engagement citoyen. Pourquoi? C'est là où l'idée qu'on se fait de l'intérêt général, de l'idée qu'on se fait, ne serait-ce que du développement, se transforme de façon positive. Mais la présence de plus en plus grandissante des femmes dans les représentations nationales sur le continent s'est-elle pour autant accompagnée d'une amélioration de la condition féminine? Pour une grande partie des pays africains, le processus d'amélioration du statut de la femme se trouve encore confronté à des obstacles. C'est pourquoi il y a beaucoup de sensibilisation que je mène sur le terrain, parce que je me suis dit que le développement, la promotion, c'est d'abord dans la tête. Quand on n'est pas libéré à l'intérieur, c'est difficile de pouvoir avancer. Donc, c'est beaucoup de séances de sensibilisation et d'information sur des aspects de la femme et de la famille, et également, en plus de ces formations, des actions concrètes sur le terrain. C'est pourquoi tout ce qui est action de développement, la construction de routes, de dispensaires, de maternité, d'école, Benjamin est actif dedans et participe pour que cela se réalise pour le bonheur de tout le monde. Mais au-delà de la condition féminine, ce qui est aujourd'hui en question, c'est le rôle et la place des femmes dans la prise de décision politique. Et à ce propos, Maître Aïssata Tall Sall a une certitude. Plus il y aura de femmes au poste de responsabilité politique, mieux la société se portera. Quand les femmes arrivent aux responsabilités, elles ont très souvent beaucoup plus que les hommes. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas, mais je le remarque beaucoup plus chez les femmes. Elles ont le souci du résultat, du travail bien fait. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, elles viennent avec un préjugé défavorable. Les gens considèrent que très souvent, les femmes qui arrivent dans des postes de responsabilité politique, c'est des femmes à qui on a fait la courte échelle, c'est des femmes qui en ont tellement fait pour le chef et le chapeau du chef, qu'elles ont été récompensées, mais qu'elles ne méritaient pas d'être là. Et les femmes veulent démontrer qu'elles méritent d'être là. Les femmes sont de plus en plus présentes dans les hautes sphères politiques. Au Sénégal, sur les 4 principales institutions de la République, 2 sont dirigées par des femmes. 3 femmes sont aujourd'hui chefs d'État sur le continent. Cette dynamique ne doit pas cependant éluder les difficiles conditions de la majorité des femmes africaines, encore en proie aux affres de la pauvreté et de l'analphabétisme. Et c'est là le défi lancé aux femmes engagées en politique, celui d'améliorer au quotidien les conditions de vie de leurs mandantes. Alors Victorine Fandi, vous êtes béninoise. Alors au Bénin, parce que là on a vu le Burkina Faso et le Sénégal, et au Bénin, quelle place occupent les femmes en politique? Alors, bonsoir, monsieur, madame, merci de m'avoir invité. Alors au Bénin, le Bénin est bien en deçà du quorum, du quota exigé par les Nations Unies, mais les choses évoluent. Les femmes, il y a des efforts qui se font pour qu'elles s'intéressent à la vie politique, à s'engager, et elles se sensibilisent et luttent pour les... Qu'est-ce qui fait justement pour les encourager à participer à la chose publique? Par exemple, les femmes, disons qu'au niveau des conseillers municipaux, nous avons 65 femmes sur 1420. Ah oui, c'est assez loin tout de même. Nous avons, par exemple, au niveau de la Cour constitutionnelle, 2 femmes sur 7. Sur 7, c'est déjà pas mal. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 6 députés, femmes. Et au niveau du gouvernement, sur 24 ministres, 26, nous avons 6 femmes. Pourquoi? Est-ce que ça vient d'un désintérêt des femmes? Mais oui, mais peu à peu, elles commencent à s'intéresser. Par exemple, les 6 femmes occupent des ministères vraiment clés. Il y a le ministère de l'Industrie et du Commerce, occupé par une femme, Azaria Naomi. Il y a la santé et le ministère de la Famille et des Affaires sociales. Et des handicapés, qui s'occupent aussi des handicapés. Mais il faut dire que Yahi Boni avait
promis qu'il y aurait la parité, et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et dans les différents gouvernements, les gouvernements précédents de Boni, il y avait beaucoup plus de femmes qu'aujourd'hui. On peut dire même que c'est une régression par rapport à ce qui se faisait avant au Bénin. Et il y a encore une réticence, justement. Bon, peut-être, en effet, elles ne se mettent pas en avant assez au moment où il faut se présenter, candidater pour être à des postes de responsabilité. Mais il y a aussi tout un jeu derrière de blocage aussi des restes des équipes. Et d'ailleurs, justement, en ayant rencontré la présidente de l'Institut de promotion des femmes à Cotonou, qui elle-même était ministre des Finances, elle nous racontait qu'elle aurait aimé faire... elle n'était pas ministre des Finances, elle était ministre de l'Éducation supérieure. Elle nous racontait qu'elle avait envie d'initier énormément de choses, mais qu'elle se retrouvait face à une équipe qu'elle n'avait pas choisie et qui était bloquante. Parce que justement, le fait que ce soit une femme qui soit à leur tête, pour beaucoup, c'était un souci. Peu importe sa compétence. Au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'on acceptait mal de se faire diriger par une femme. Voilà, exactement. Disons qu'ils étaient à des stades hiérarchiques moins importants que le sien. Et ils avaient cette capacité, ils ont mis en jeu toute leur capacité bloquante pour ne pas faire avancer les choses. Donc c'est toujours la société, quelque part, qui bloque les ambitions des femmes. Oui, mais ça va, mais ça évolue, hein, ça commence. Les femmes sont sensibilisées, elles veulent participer à la vie politique et lutter. Ça avance doucement. Ça avance tout doucement. Alors, l'ONU exige justement 30% des femmes au sein des hémicycles et comme on l'a vu, donc, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Pourtant, ce n'est pas énorme. Oui, donc, mais on peut dire que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays au monde. Hein. Il y a très très peu d'assemblées qui ont mis déjà en avant ce chiffre-là. Enfin, on peut dire que 30%, pour tout vous dire, moi je ne comprends même pas sa signification. Pourquoi 30%? Pourquoi pas 35, 40, 45? On ne sait pas pourquoi ne pas imposer une parité au fond. Pourquoi nous ne serions pas à 50-50 comme on a imposé sur certaines listes justement de candidatures aux législatives d'être à 50-50. Donc après... Mais alors c'est 50-50 sur les listes législatives, mais au final on se retrouvera toujours... Oui, souvent les têtes de liste sont des hommes. Des hommes, mais on a imposé justement que sur les 5 premiers, les 6 premiers, il y ait parité. Moi j'ai la chose suivante, Madame Aïssata Tall est une femme profonde, mais je ne sais pas si cette profondeur est à la hauteur des enjeux concernant les femmes. Il ne faudrait pas que l'on ait l'impression que nous sommes dans un modèle politique de femocratie, vous voyez, femicratie, direction par les femmes. Je préfère plutôt un modèle de gouvernance du genre, c'est-à-dire que où en fait on prenne acte que la femme, même si c'est difficile à atteindre, est l'égale de l'homme en tant que citoyenne. Même si c'est difficile à atteindre. Je dis, ah non, mais écoutez bien, quand je dis, même si c'est difficile pour les hommes à accepter, je corrige, même si c'est difficile pour les hommes à accepter, d'accepter que la femme est l'égale de l'homme, les femmes sont d'abord des citoyennes. Nous sommes dans une démocratie. Cette démocratie, allez, par tâtonnement, elle peut être considérée comme représentative. Or, assez bizarrement, démographiquement, ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses. Mais assez bizarrement aussi, politiquement, ce sont elles qui sont les sous-représentées. Ce que dit Madame Tall, c'est peut-être intéressant, qu'il y ait énormément de femmes à des postes de responsabilité. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais cette politique de représentativité ne doit pas cacher l'enjeu fondamental qui est la politique de transformation. C'est-à-dire qu'on doit retrouver dans toutes les strates de la vie politique, aussi bien dans la société civile que dans la vie politique, pas simplement la vie politique, des femmes. Et on doit aussi donner la possibilité aux femmes. Alors, quand je dis donner, la vie politique est un combat. Il faut aller chercher. Donc, il faut une masse critique de la part des femmes pour, justement, essayer d'imposer les points de vue. Or, souvent, alors, je le dis, c'est valable des femmes comme des hommes, il y a effectivement des enjeux politiques où les personnes sont relativement manipulées. Et donc, la problématique du genre disparaît derrière la problématique politique. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors,
le PNUD met l'OMD3, l'égalité concernant effectivement le genre, très bien, c'est bien. Il faut contribuer. Bon, souvent, on a vu les différents gouvernements prennent en considération les intérêts des femmes. Dans l'élaboration des politiques, on parle des femmes, du rôle que doivent jouer les femmes. Alors, oui, nous en Afrique... On en parle, on ne prend pas spécialement en considération. Alors, nous en Afrique, la femme qui est cette synthèse à la fois la mère, la sœur, la nièce, la cousine, etc., qui bâtit le monde. Et puis, en plus, la femme africaine, on le sait très bien, travaille de façon très très réelle sur le plan économique. Je crois qu'il faut que les femmes s'organisent. Alors, s'organiser, ça ne veut pas dire qu'on crée une famocratie, hein, mais ça veut dire qu'on crée une masse critique pour pouvoir peser dans les partis politiques, pour pouvoir peser dans la société civile, pour admettre et pour forcer ce que j'appelle discrimination positive en faveur des femmes, parce que si on ne le fait pas, cette discrimination positive, ça n'avancera pas. Alors, les femmes sont très présentes, hein, on l'a vu dans l'entrepreneuriat en Afrique, elles sont très présentes également au sein de la société civile, mais donc, comme on l'a vu, elles ne sont pas très présentes en politique. Pour vous, pourquoi ? Elles ne sont pas présentes en politique parce qu'elles laissent ces domaines se disent pour les hommes, mais elles sont très très actives sur le plan économique. La force, la puissance de la femme béninoise, c'est au niveau de l'économie. Le pouvoir économique est détenu par les femmes. Rien qu'à voir au marché, nous avons un grand marché de Tantopa. Les transactions qui se font, c'est les femmes, les vendeuses de tissus, wax et de... On a vu ça dans notre reportage d'hier. Les femmes sont très, très présentes au niveau du commerce. Est-ce qu'on peut dire que le fait que la politique soit quelque part la chasse gardée des hommes, ça vient notamment d'un désintérêt quelque part des femmes pour ce domaine? Je ne sais pas si c'est du désintérêt. En tout cas, les femmes doivent faire un effort aussi. Elles doivent faire un effort pour justement sortir de cette continuelle crainte. On le sent même dans des assemblées, lorsqu'il s'agit de prendre la parole, lorsqu'il s'agit d'exprimer une opinion, lorsqu'il s'agit de décider par soi-même. On voit bien que pour certaines femmes encore en Afrique ou même ailleurs, ça reste encore difficile de s'exposer de cette manière-là. Pour certaines femmes, ça reste encore difficile. Donc il y a tout un travail à faire, je ne vais pas dire psychologique, mais il y a aussi un travail dans la société justement. Pour l'éducation également. Oui, ça vient d'éducation. Parce que souvent les femmes on ne les envoie pas à l'école, du coup. Même si elles y vont, c'est pas le souci, c'est qu'il y a encore elles sont un peu paralysées lorsqu'il s'agit de prendre le lead. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se font, hein, et pour le coup, beaucoup de ce que les Américains appellent des focus groups, c'est-à-dire on crée des groupes avec 2-3 personnes qu'on a repérées et on les forme justement à la prise de parole, on les forme à cette capacité d'exprimer et de structurer leurs idées. Ça se fait comme les hommes politiques. Ils le font peut-être plus parce qu'ils ont plus l'habitude d'être dans un débat. Mais il faut aussi former les femmes à cette éducation. Il y a l'éducation. Il y a les jeunes filles, effectivement, dont les parents étaient déjà dans la politique. Celles-là, d'emblée, il n'y a pas besoin de les former. Il n'y a pas besoin de les former. Les parents ont été députés, ministres. Elles sont d'emblée dans la politique. Et puis, il y a d'autres jeunes femmes qui, par leurs études, comme Madame Aïssata Tall, bien entendu. Et puis, il y a, ce que je dirais, le reste du groupe. Ce reste du groupe, en effet, doit prendre acte d'un fait. Elles jouent, les femmes, un rôle déjà dans la société civile, dans les organisations non gouvernementales, Madame l'a dit tout à l'heure, pas que dans le commerce, mais aussi donc les organisations non gouvernementales, elles sont à la lisière de la politique. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'elles croient en eux, parce que les hommes ne leur céderont pas les places. Oui. Il y a en Afrique, effectivement, une division sexuelle et politique des tâches, qui est comme ça ancrée. D'ailleurs, vous, mesdames, vous nous élevez, nous, garçons, comme ça, justement, en disant aux garçons la politique, la vie sociale, et à la femme, et à la fille la maison. Donc, les femmes sont en partie responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on peut pleurer, on peut verser des larmes. J'entends bien, mesdames, je suis là pour essuyer vos larmes. Mais, dans le même temps, effectivement... Mais dans le même temps, soyons réalistes. Mais c'est très juste ce que vous dites, Lucien. Que dans l'éducation, que vous prenez votre part de responsabilité, que les jeunes filles, quand on les éduque, bien sûr, éduquées par le père comme par la mère,
doivent aussi être dans l'espace politique. C'est vrai que ce modèle reste toujours de la fille qui va plutôt aider la maman en cuisine et du garçon qui va rien faire. La pire ennemie de la femme est souvent la femme elle-même. En général, c'est souvent les gardiennes du temple. Non, mais là-dessus, je souscris tout à fait à ce que vous dites. Et c'est toujours ce même modèle qui est difficile de changer. Bon, moi, je conçois très bien que certaines femmes aiment ça, elles aiment rester à la maison, elles aiment les tâches ménagères, très bien, c'est très bien et c'est louable en soi. Mais par contre, pour celles qui aimeraient... Elles sont forcées. Non, certaines femmes ont envie d'être femme au foyer. Ça peut être un choix. Ça peut être un choix. Donc, mais pour celles qui ne veulent pas le faire, c'est pas... Justement, le choix n'est pas possible. Celles qui aimeraient faire autre chose, souvent, les cantonnent à ce même choix. Et c'est là où le bas blesse. C'est dans cette possibilité d'avoir accès à tout ce que le reste, on va dire, de la Terre, c'est-à-dire au fond que 49% de la population peut faire. Et là, en l'occurrence, on voit très bien qu'il n'y a pas assez de stimulation aussi de la société pour que ça bouge. Mais ça passe par l'éducation, oui, mais ça passe justement par une sorte de stimulation, une volonté. Lorsqu'on a obligé il y a un défaitisme d'avance qui vient des femmes, c'est-à-dire elles n'ont pas envie quelque part de se dire je vais galérer à essayer certainement. Mais pour d'autres, c'est pas un souci. Pour d'autres, elles ont envie d'aller se battre et puis aussi d'être reconnues. L'ambition, ce n'est pas donné à tout le monde. Certaines le sont, certaines ne le sont pas, comme les hommes d'ailleurs. Beaucoup d'hommes préfèrent ne rien faire que d'aller travailler. C'est pas un souci. Après, il faut de tout seulement. Il faut avoir le choix. Et ce choix-là, les femmes ne l'ont pas spécialement. C'est-à-dire qu'on peut avoir le choix de rester chez soi. Et c'est louable. On le prend. Non, mais lorsqu'on peut le faire, lorsqu'on est dans une société qui ne nous permet pas de le faire, le choix, il est très limité. Oui, alors là, on passe sur la nature des sociétés totalitaires, non, c'est une situation de société, justement. Comme vous l'avez dit, l'éducation, c'est la société. Dans certaines sociétés, que les femmes sortent de la maison pour aller travailler à la... Je suis tout à fait d'accord. Et ça a changé. Il faut en fait qu'elles s'organisent, mais alors s'organiser aussi avec les hommes. Et je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre sur les hommes. Vous avez des tas d'hommes, même s'ils sont très peu nombreux, qui sont là pour justement aider les femmes à prendre leurs responsabilités. Et vous en faites partie, Lucien, on l'a compris depuis tout à l'heure. Ça change, les femmes se battent pour l'émancipation, pour que les jeunes, l'école primaire gratuite pour garçons et filles. Et surtout, il y a un fléau au Bénin, c'est les Vidomengom, c'est des enfants confiés à des couples en ville. Pour les travaux ménagers. Pour les travaux ménagers, bon, à tout faire. Il y a Angélique Kidjo qui a exigé école pour ces enfants-là, gratuitement, pour qu'elles puissent émerger et faire... Alors on va mettre fin à ce débat et je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. Au Burkina Faso, échec de la tentative de médiation entre l'opposition et la majorité sur les projets de réforme de la Constitution. L'opposition rejette le dialogue car l'équipe de médiation n'a pas été mandatée par le président Blaise Compaoré. En Somalie, les forces de la MISOM gagnent du terrain face aux rebelles islamistes Al-Shabaab. La force de l'Union africaine a repris plusieurs localités de la région de Bakoul, dans le sud-ouest du pays, à la frontière avec l'Éthiopie. Nouvelle pause dans l'Africa Newsroom à suivre nos dossiers de l'économie. Restez avec nous.